Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans ce 8e épisode de Sensoscopie. Entre neurosciences et dramaturgie, philosophie et poésie, cet épisode vous invite à ressentir à pleine narine. Découvrez comment l'odorat nous relie à nos émotions, à nos mémoires et à notre humanité profonde. Pour apprendre à regarder le monde avec son nez, laissez-vous guider. Violaine de Carnet, mon invitée, vous mènera par le bout du pif, parce que la réalité dépasse souvent la fiction et que votre capacité à ressentir est énorme. Attention, quand le nez de Violaine entre en scène, la dramaturgie olfactive vibre comme 3 coups de théâtre. Vous allez suivre l'aventure extraordinaire d'un processus de création artistique vraiment innovante. Et vous découvrirez comment se fabriquent les histoires par les odeurs. Vous apprivoiserez ainsi la philosophie de l'odorat qui questionne notre rapport intime et universel aux senteurs et comment elle révèle nos émotions, nos souvenirs et notre manière si subjective de percevoir le monde. De Bali à l'Afrique, du théâtre aux prisons, des hôpitaux aux laboratoires, les odeurs révèlent des vérités souvent invisibles. Vous allez apprendre la richesse d'un atelier olfactif ou comment les odeurs font des miracles sur la mémoire sensorielle et sa capacité à contourner les blessures cérébrales. Nous voyagerons dans les parcours olfactifs interactifs où l'histoire se raconte sous forme de senteurs. Vous comprendrez le travail du deuil olfactif. Oui, vous avez bien entendu. Restez curieux jusqu'au bout pour découvrir la bulle des odeurs, bulle des histoires, bulle des humains admirables. Cet épisode a du flair, je vous le garantis. Je sens arriver mon invitée et je la laisse se présenter. Je suis Violaine de Carnet, autrice, metteur en scène et comédienne. Je dirige une compagnie de théâtre, Le Tir et la Lyre, dont la démarche artistique est le théâtre olfactif. Le théâtre olfactif, c'est-à-dire un théâtre où les odeurs ont une place. Oui, une place particulière, aussi bien au moment de l'écriture, des spectacles. Dans l'écriture, je cherche à leur donner une place particulière, j'appelle ça la dramaturgie olfactive. Et puis ensuite, au moment de la mise en scène, et même du jeu d'acteur, j'intègre cette diffusion des odeurs dans le spectacle. Waouh, ça c'est un sacré sens qui prend tout son sens. Avant qu'on développe peut-être ce travail sur le sensoriel, j'aimerais qu'on revienne à toi quand tu étais une petite fille et je t'ai demandé d'amener une photo de toi quand tu avais 7 ans, quel âge tu as ? 7 ans, là je pense que j'ai même 7 ans et demi peut-être. Ok. Alors c'est une photo, je vais peut-être la décrire. J'ai un chapeau de paille sur la tête avec un gros nœud vert, un petit foulard rouge sur les épaules, un panier à la main rempli de fleurs. Et en fait, je suis déguisée. Je crois que c'était la fête du jardin d'enfants de mon petit frère. Voilà, dans cette enfance, c'est-à-dire ce moment en Afrique où j'ai eu le sentiment que
tous mes sens s'ouvraient. Ouais. C'était comme si le monde qui était un peu plus en France fermé, rétréci, tout d'un coup, le champ de vision presque s'ouvrait. Donc les odeurs, forcément avec la chaleur en Afrique, les odeurs elles sont multipliées, décuplées. Je me souviens que je vivais dans une maison avec à côté un arbre aux gendarmes. Donc les gendarmes ce sont des oiseaux en Afrique qui toute la journée et presque me donnaient le repère quoi, de la maison. J'ai d'ailleurs, quand je suis retournée en Afrique, j'ai retrouvé la maison comme ça, par l'arbre à gendarmes. Par le son de... Le son, ouais. Par le son, parce qu'en fait, au niveau visuel, rien ne correspondait forcément. On sait que la vue est très trompeuse par rapport à nos souvenirs. En revanche, le son et l'odorat, là, on ne s'y trompe pas. Et donc, tu as retrouvé ça il y a longtemps ? J'ai retrouvé ça quand j'ai eu 20 ans, parce que j'ai fait des histoires d'études africaines. Donc j'ai fait un master à la Sorbonne et je suis retournée faire des enquêtes orales sur les lieux de cette enfance, et cette enfance extrêmement heureuse. Et c'était vraiment très intéressant puisqu'en arrivant au Togo, pour ces enquêtes orales, donc vraiment au même endroit, j'ai fait Togo et Bénin. Donc c'était le génie culturel des Boba Gourma et des Évés dans le catholicisme au Togo. Études Nord-Sud, 1956-1992. Donc je suis retournée là-bas et c'est vrai que en atterrissant, quand la porte de l'avion s'est ouverte et que je suis descendue, je sentis retour à la maison. T'étais restée combien de temps quand t'étais petite ? J'étais restée pas énorme, j'étais restée 2 ans et demi puisque mon père était militaire. Donc voilà, on fait partie de ces enfants de militaires où je suis née en Nouvelle-Calédonie, après je suis partie en Afrique. Voilà, donc on est ces fameux expatriés, tous assez différents quand même, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Puisque nous étions une famille nombreuse et que j'avais la chance d'avoir des parents qui nous trimballaient absolument partout pour aller découvrir les hippopotames au nord, le pays des Moba Gourma. On traversait la frontière pour aller voir le lac de Gambier au Bénin. On a été en Haute-Volta, qui s'appelle maintenant le Burkina Faso. Voilà, j'avais des parents extrêmement curieux de l'autre. Donc on partait en 504 familiale et on était les 5 enfants dans la voiture et on allait découvrir le monde et l'autre. On restait absolument pas enfermés dans la petite résidence de Blancs. Et donc en fait, une enfance où tous les 2-3 ans, on change de culture, de pays, d'odeur, de style. Donc évidemment très nourri pour toi de plein d'influences différentes. Complètement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste le plus de toutes ces influences-là ? Est-ce qu'il y a... Là, tu as amené cette photo qui est donc de ce moment particulier, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus influencé que d'autres dans les impacts des sens ? Alors c'est marrant parce que là, en voyant cette photo, je me dis, eh bien, peut-être les fleurs et la nature. C'est-à-dire que ça soit à Nouméa... Bon, alors je suis obligée aussi là de faire une digression, c'est-à-dire que mes parents, au moment de repartir de Nouvelle-Calédonie où je suis née, où j'ai grandi pendant 3 ans, ont choisi de faire le tour du monde avec moi, en envoyant mes frères et sœurs en France. Il n'y a que toi, tu as été l'élu. Pourquoi toi ? Parce que j'étais trop petite. Ah. En fait, je devais peut-être même 2 ans et demi, 3 ans, et voilà. T'es la petite dernière ? Alors, à ce moment-là, j'étais la petite dernière, mais en Afrique, je suis devenue l'avant-dernière, puisque mon petit frère était né, qu'on voit là sur la photo. Donc,
Donc en fait, il y a une légende. Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est un réel, puisque j'ai pas de souvenir, même si ça revient. Il y a des portes qui s'ouvrent en ce moment. Et il y a... C'est bizarre, il y a une émotion qui monte. Ben écoute, laisse-la monter. Quand tu dis il y a des portes qui s'ouvrent, il y a sûrement une porte qui s'ouvre. Là, on sait très bien que la sensation n'a pas de temps et n'a pas de, comment dirais-je, de référence très marquée. Donc quand ça peut toucher un point d'une certaine sensibilité, on la laisse se diffuser. On respire dans toute la pièce et on la laisse traverser notre corps et notre être. Les fleurs. Les fleurs. Donc, en fait, il y a une petite légende comme ça qui dit que au moment où mes parents étaient, je crois, à Bali, donc dans ce tour du monde où il y a eu Bali, Hong Kong et plein d'autres pays, mais en tout cas, il reste beaucoup Bali, parce que je crois que ça a été assez marquant. C'était vraiment avant tout ce tourisme balinais, donc il y avait très peu de contact avec les Européens. Et puis surtout avec un enfant, en fait. Ce que m'expliquait ma mère, c'est que voyager avec un enfant à cette époque-là, puisqu'on est en 1973, c'était assez énorme. En contact, en fait, elle a le sentiment d'avoir pu entrer en contact avec beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup de personnes, parce qu'il y avait cet enfant. Donc cet enfant a été du coup beaucoup touché, beaucoup trimballé. Et à un moment, cet enfant a été gardé à l'hôtel par, visiblement, je ne sais pas, un monsieur très gentil. Et cet enfant aurait soudoyé le monsieur très gentil pour aller ramasser des fleurs. Et donc, quand mes parents sont rentrés de leur petite balade, l'enfant n'était plus là, avec le monsieur non plus. Et l'enfant et le monsieur ne revenaient pas. Alors, il y a eu appel d'abord à l'hôtel, à la réception, et ensuite il y a eu appel à la police. Et puis en fait, l'enfant est revenu, les bras chargés de fleurs, avec le monsieur, qui était un petit peu surpris de cet accueil, mais en fait qui ne s'était pas rendu compte qu'il avait passé beaucoup de temps dans les champs de fleurs avec cet enfant qui lui disait « Non, non, mais encore, et je vais en ramasser encore ». Donc visiblement, je suis revenue les bras chargés de fleurs et très contente. Voilà, donc tout s'est au final bien passé, mais c'est vrai que ces fleurs sont comme ça un point de ralliement. J'aimais beaucoup faire des bouquets de fleurs pour ma mère. J'aime toujours emmener mon fils à ramasser des fleurs en forêt, dans les champs, et puis revenir avec des grands bouquets de fleurs. Voilà, c'est peut-être ça le lien. Et en Afrique, j'adorais aussi, et des plantes, des fleurs tropicales, voilà, et puis cette nature. Je pense que quand je dis fleurs, je parle aussi de plantes, je parle aussi d'arbres au final maintenant. Oh là là, les arbres vont me faire partir loin. On sent qu'en tous les cas, il y a eu des empreintes très très fortes de tout. Je comprends en plus d'avoir voyagé comme ça à travers le monde, jeune, et d'être amené à être confronté à plein d'essences différentes avec une disponibilité, parce que du coup on te laissait quand même libre dans la nature jusqu'à convaincre la personne qui te gardait qu'on va pas rester dans l'hôtel, on va aller gambader. Donc effectivement,
Comment ça s'est passé cette évolution de travailler avec les odeurs? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où c'est devenu plus fort parce que tu disais que tu étais partie plus sur un rapport un peu, pas intellectuel, mais tu parlais de ce master sur l'Afrique, mais plus à un niveau peut-être études anthropologiques. Et là, du coup, à un moment donné, tu vas vraiment sur l'odeur. Comment ça vient? Alors déjà, il y a le théâtre qui vient d'abord. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a ce master, il y a des cours de théâtre et je suis prise au Conservatoire supérieur d'art dramatique de la ville de Paris. Donc, je mène ça en parallèle. Et ça devient assez compliqué au moment du master parce que je vois bien que c'est deux vies très différentes. Celle du chercheur, moi c'était vraiment le chercheur qui m'intéressait. Ou celle de l'acteur. Et au final, avec le temps, j'ai réussi à réconcilier. Acteur-chercheur. Acteur-chercheur. Donc ça a commencé avec la musique. Donc j'ai créé un théâtre musical, où je recherchais la forme du parler chanté. Et puis, alors j'ai fait 2 spectacles vraiment très amusants. Et avec le deuxième spectacle, donc le premier spectacle était Revendication galante ou le cabaret des filles de joie. Et le deuxième était Cœur d'artichaut ou l'alchimie du goût. Et avec ce Cœur d'artichaut, puisqu'à chaque fois les spectacles aussi sont des enquêtes. Revendication galante, c'était autour de la prostitution. Et là, Cœur d'artichaut, c'était autour de l'alliance des saveurs vin et fromage. Et donc j'ai plongé dans l'œnologie avec des œnologues et dans les alliances de saveurs. Comme ça, les histoires de vin et fromage, moi, dans les Cœurs d'artichaut, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais le nez. Et je suis vraiment rentrée là dans l'odorat. D'une autre façon que les dégustations classiques. Et je me suis rendu compte le champ que ça ouvrait. Mon grand-père, bien évidemment, avait des vignes et du côté de ma mère, en fait, c'est une famille de tonneliers. Donc, oui, donc là, tu as tiré un fil, transgénérationnel et tu as fait « Oh, ça me plaît bien !» Voilà, ça me plaît bien. Et une femme, une spectatrice qui assistait en fait à de nombreuses représentations, parce qu'on a beaucoup joué ce spectacle, m'a dit « Mais vous avez l'air d'être passionné par l'odorat. Figurez-vous que moi, j'ai fait venir un nez dans un grand hôpital parisien et on travaille sur les lésions cérébrales, souvenirs, langage. » Ah, je lui dis tout d'un coup « Mais ça m'intéresse énormément. Est-ce que je peux venir ?» Oui, mais je vais demander à la direction de l'hôpital. Et puis la direction de l'hôpital a accepté. Et de fil en aiguille, j'ai pu assister aux ateliers olfactifs d'un nez à l'hôpital de Garches. Et là, ça a été le spectacle, l'entrée dans le théâtre olfactif. Oui, c'est-à-dire que là, quelque part, tu as au départ un élan de recherche de c'est quoi cette histoire du lien entre la santé, l'olfactif et des ateliers quelque part qui réparent le langage par les odeurs de gens qui auraient été altérés dans leur cortex, c'est ça? Oui, suite à un accident ou un AVC. D'accord. Accident vasculaire cérébral, en fait. Toutes ces ruptures soudaines, en fait, qui peut y avoir dans une vie, ces accidents, à partir desquels il faut totalement se reconstruire. Et quand les lésions sont importantes, voilà. Et quand il y a une lésion au niveau du langage ou de la mémoire, là, ça devient un sacré boulot. Et les odeurs servent vraiment à la reconstruction, c'est-à-dire que, comme on le sait, ça emprunte un autre chemin. Voilà, le langage peut contourner la lésion. En fait, on peut contourner la lésion. Oui, c'est un peu comme un circuit veineux, ça va. Voilà. T'en as le terrain et les autres vont se créer pour passer quand même. Mais vont se créer si tu travailles suffisamment, si tu as travaillé aussi suffisamment avant. Ah. Ouais. Pour que, en fait, ton cerveau sache emprunter différents chemins face à l'information qu'il reçoit. Comme des facultés d'adaptabilité. Comme, en fait, ta plasticité du cerveau. Que
forcément que tu dois travailler tout le temps. Ça ne se fait pas d'un coup d'un seul, quoi. Donc tu es à Garches, Donc, je suis à avec Garches. cette femme qui fait ses ateliers olfactifs. Toi, tu suis en tant que observatrice. Observatrice, 8 mois. Je suis 8 mois. Et j'assiste à la... T'as quel statut à l'époque? Alors, on met une blouse blanche. Voilà, mais en fait, je ne suis pas du tout une blouse blanche. C'est gratuit, t'as pas de statut. Hein. Oui, non, j'accompagne, je viens comme ça. Je viens que certaines journées, hein, je passe pas des semaines. Je viens certains jours et tout ça pendant Donc, 8 mois. en fait, c'est juste ton lien avec cette personne qui est venue voir un de tes spectacles, donc cette passion que vous avez toutes les deux pour les odeurs, qui font que tu es là avec elle pour animer l'atelier. Voilà, et je vois comment... Et puis très vite aussi, je dis, pour moi, il y a un spectacle. Ok. Là, j'ai une écriture, là, donc je viens comme une observatrice. Oui, tu vas construire un matériau pour un prochain spectacle. Toujours comme cette chercheuse dont on parlait, voilà, je viens chercher un matériau. Et les personnes, les patients qui participent à cet atelier, ils sont au courant que tu es en train de... Oui, ils sont au courant, je leur dis, parce qu'à un moment même, on part sur un film, un documentaire, qui au final va s'arrêter, mais j'ai quand même quelques images. Donc, on part sur un documentaire, et puis moi, je me lie vraiment avec certains patients. De leur histoire. De leur histoire, et j'ai besoin d'avoir leur histoire. Je vais chercher, je leur demande des entretiens. Donc, quand je leur demande des entretiens, je leur explique de quoi il s'agit, et en leur disant bien, ce ne sera pas votre nom... Et au final, dans mon écriture, je mêle plusieurs personnes dans un seul personnage. Et il y en a que je fictionnalise totalement. Je prends un ou deux éléments et voilà, c'est de la fiction. Hein. C'est pas du théâtre documentaire, mais quand même, ça part d'un vrai matériau réel. Voilà ce que peut faire la poésie sur le monde, quoi. Enfin, ou un film. Voilà, on part d'une chose réelle, mais en même temps, on brode autour de ça pour raconter l'essentiel. Donc les odeurs arrivent là, pour notre fil, les odeurs arrivent là, et ensuite je ne les quitte pas. Je ne les quitte pas parce que je comprends que c'est vraiment une façon de regarder autrement le monde et qui rejoint ma philosophie, en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les différences culturelles. Je peux parler autrement des différences culturelles. Ça parle du corps aussi, des odeurs, de l'esprit, puisque en même temps c'est ce qui nous élève, ce qui monte vers les dieux, c'est voilà, l'impermanence, l'invisible avec les odeurs, la présence divine. Et puis de l'autre côté, c'est extrêmement terre à terre, c'est-à-dire l'autre, son odeur, comment ça sent, moi-même mon corps, est-ce que ça sent bon, ça sent mauvais, ça pue. Oui, donc on a à la fois le parfum hein, par la fumée voilà. qui s'éthérise un peu et qui monte, voilà. Se connecter comme les rituels d'encens, j'imagine, ou des choses comme ça, à des choses plus subtiles. Et puis l'odeur des aisselles dans le métro le matin. Ou même l'odeur des fleurs, après on peut aussi, ou de la nature, enfin je veux dire des arbres, mais d'un contact, oui, là d'être en contact. Le langage de la diversité par ce médium-là. Donc on est donc de ce travail de recherche dans un hôpital va naître un spectacle que tu vas jouer en jouant du coup tous les personnages. Oui. L'encens et le goudron, que j'aimerais d'ailleurs reprendre. Ah oui, ça je le comprends, j'ai tellement aimé ce spectacle. Mais voilà, qui vient nous éveiller sur comment effectivement les odeurs, les histoires, et quand il y a une partie de notre cerveau qui est grillée, comment on peut avoir accès à cette mémoire sensorielle qui moi me passionne. Et avec, souviens-toi, le général du cerveau, qui est donc un hommage à mon père, militaire, Mr. Mind, qui donc nous explique hémisphère gauche, hémisphère droit, comme une bataille. Exactement. Derrière l'encens et le goudron, il y aura... Alors, il y aura les parfums de l'âme. Ah oui.
passionnant, les parfums de l'âme, parce qu'une œuvre de fiction, Très intéressant le concept. Hein. Ouais. Tu peux l'expliquer brièvement? Le concept, c'est un laboratoire qui a la possibilité de restituer l'odeur des disparus. Mais pour cela, il faut venir avec un vêtement ayant appartenu à la personne, et donc on va extraire l'essence de cette personne et la restituer dans un flacon aux clients, parce que c'est vraiment des clients. Et je trouve ça très intéressant, c'est une chose futuriste, hein, Et là, d'abord c'est intéressant parce qu'en fait ce laboratoire s'est créé réellement. Après. Ah oui? Oui. Ah, il existe en vrai? Il existe en vrai. Mais parce que toi, tu l'as imaginé, tu n'en Ouais. avais jamais entendu parler. Non. Et il est né dans ta tête. Ouais. Il est né en spectacle. Moi, je crois que j'ai dû voir un teaser, mais je ne sais pas s'il a tourné. Non, il n'a pas tellement tourné. En fait, c'était le moment où j'étais enceinte. Je me souviens d'être metteur en scène avec 7 comédiens, moi, un ventre... voilà, et puis toutes les histoires de chacun, me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. C'était pas le moment. Oui, je pense que c'était pas le moment, mais ce spectacle, vraiment, pareil, c'est un spectacle que je voudrais reprendre parce qu'il part du deuil, en fait. Et puis ensuite, alors après ces parfums de l'âme, on part sur La Bête. Oui, parce qu'entre-temps, je découvre, grâce aux visites théâtrales et olfactives que je fais dans des lieux de musées, de patrimoine. Ah oui, alors parle-moi de ça, parce que ça, j'aime beaucoup cette approche aussi. C'est-à-dire faire découvrir aux gens un lieu par le biais des odeurs. Hein, donc tu as des commandes de lieux, je sais pas, moi je l'ai vu à l'Institut du monde arabe, je l'ai vu au CNRS, je l'ai vu dans des jardins même, ou des parcs qui ont une histoire particulière. Hein. Grâce à toi, je découvre tous les lieux de banlieue de Français de Navarre. C'est-à-dire que tu vas faire découvrir aux gens un lieu en nous faisant sentir des mouillettes d'odeur et nous raconter l'histoire de ce lieu. Voilà, et en faisant déambuler, puisque maintenant elles sont... Aussi, les visites olfactives sont sous casque audio, donc me permettent une immersion encore plus grande des visiteurs. Et bien évidemment, c'est du théâtre, hein, c'est du théâtre en déambulation, mais comme toujours, il y a le matériau réel, c'est-à-dire l'histoire du lieu, et puis ce qu'on en fait, c'est-à-dire... Voilà comment on peut rejoindre des moments de poésie, des moments de fiction. Ah oui, je me souviens à Joinville, les ateliers de cinéma de Joinville-le-Pont. Avec les guinguettes olfactives. Oh là là, mais c'était extraordinaire parce que du coup, tu nous redonnais les odeurs de pellicules brûlées parce que les studios avaient brûlé. Et donc on était en déambulation comme ça dans les anciens, dans ces bords de Marne. Qui ne ressemble plus du tout à ce que c'était à l'époque, quoi, maintenant. Mais on arrive, en fait, à travers les films, les chansons, bien évidemment. Voilà, on reparcourt, enfin, c'était passionnant, parce que là, on reparcourt vraiment l'histoire de Paris, puis comment petit à petit Paris s'est agrandi, parce que tout ça, c'était à l'extérieur, c'était vraiment la campagne. Et je trouvais intéressant de plonger dans l'histoire avec la dimension sensorielle, olfactive, parce que pour le coup, notre cerveau, il imprime différemment. Enfin, il imprime différemment, voilà. Je pense que le spectateur est impliqué, puisqu'on lui demande ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Enfin, ce sont des visites interactives. Il y a vraiment des moments de partage entre nous. Donc j'aime bien aussi ce groupe... qu'on crée et qui ce moment d'être ensemble et de participer ensemble à quelque chose. Oui, et puis on se rend compte aussi, moi j'avais vu cette dimension dingue que pour une odeur, chacun a une réaction complètement différente. Complètement différente, c'est ça qui est passionnant. Ça c'est de croire à chaque fois qu'on est dans la vérité, quand les gens sentent une odeur et que vraiment elle renvoie un souvenir très fort, personne ne les fera décrocher du fait que c'est ça et que ça sent ça, alors que pour le voisin d'à côté, il n'est pas du tout au même endroit. C'est vrai, et c'est là où on se rend compte à quel point on peut être dans une dictature de nous-mêmes. Tout à fait, et tout à fait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, non, on en est convaincu, et voilà. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la subjectivité et qu'on a
et qu'on érige en objectif. C'est à ce moment-là que rentre la détention, donc je pars faire des ateliers olfactifs en détention. Et là, alors là, c'est la révélation, hein. Et c'est vrai que c'est là où je vois vraiment la question des différences culturelles, parce qu'on est, voilà, on est avec des détenus avec des histoires très très différentes chacun. Et je peux entrer dans l'espace de la prison, dans l'intimité vraiment de chacun. Et donc c'est passionnant puisqu'à partir de là, ces détenus ne sont plus des cas, mais un parcours. Donc au départ c'est le ministère de la Culture, puis finalement c'est le ministère de la Justice qui me demande d'intervenir. Et on fait des restitutions sonores, olfactive, sous casque, de ces paroles-là. Et il y a des... Oh ben là, il y a des merveilles, quoi. Il y a vraiment des merveilles de témoignages, parce que d'abord, moi je trouve que les détenus se livrent beaucoup plus que quelque part dans la société globale, quand on fait des ateliers olfactifs, que d'abord ils sont tellement privés de ce sens. Voilà, donc ils sont dans quelque chose de plutôt désagréable pour eux comme environnement olfactif, et moi, quand j'arrive avec mes odeurs, je suis l'extérieur qui arrive, donc la possibilité d'une évasion de l'imaginaire, et ça, il le capte vraiment très bien. Et l'objectif de ces ateliers, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui fait qu'on te commande ces ateliers? Alors, l'objectif de ces ateliers, justement, c'est de commencer à relier, de voir où a été le point de rupture. Pour mieux comprendre comment on arrive à l'acte fatal, quoi. Voilà, dans son histoire, quel a été le point de rupture, comment on peut recoller, comment on peut faire d'une faille une richesse, comment on pourrait peut-être aller régler ça vers telle personne pour être un peu apaisé. Se réconcilier en fait, un peu se réparer, en tout cas se rendre justice au-delà de la justice, de ne pas perpétuer le drame et le traumatisme qui détruit en fait. Voilà, alors j'interviens vraiment comme artiste, hein, c'est-à-dire qu'on cherche le récit qui fait sens. On travaille aussi sur la restitution de la parole, puisque comme on enregistre avec Baptiste Marty, donc comme on enregistre, on leur fait écouter. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce moment où, tiens, je parle comme ça, mais je m'exprime comme ça en fait. Et comment vous recevez ça? C'est un peu agressif, c'est ça. Oui, tiens, comment être entendu aussi. Un re qui m'a dit, quand on est en détention, madame, c'est un peu comme si on était une femme enceinte, quoi. On est privé de tout. Alors on a des envies. Voilà, un autre qui me parle de sa mère et qui me dit que sa mère, c'est l'odeur, il ne trouve pas l'odeur, alors il dit c'est l'odeur de la fierté, ma mère. Bon, c'est des moments... d'humanité à l'intérieur d'un chaos. Ouais. Et moi, c'est les choses que je préfère, quoi. Et... donc ensuite nous étions sur La Bête, et La Bête m'amène à cette adaptation olfactive de La Belle et la Bête. C'est un peu cette philosophe Chantal Jacquet, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit Philosophie de l'odorat, qui est absolument passionnant, avec qui je discutais une fois et qui suit vraiment le travail, et qui fait une très jolie dédicace sur un de ses livres, puisqu'elle suit le travail de la compagnie. Elle m'avait dit, il y a une chose que vous n'avez pas essayé, Violaine, je ne sais plus si on se voit ou tu tutoies ou tu n'as pas essayé, c'est l'odeur personnage. J'ai dit oui, l'odeur personnage, tout à fait. Et je me souvenais de ce conte, La Belle et la Bête, quand j'étais petite, que j'écoutais sur le vinyle. Et avec cette voix de Jean Marais qui est absolument sublime, la belle, aimez-moi la belle. Et le jour où j'ai vu le film, j'y
aussi eu une déception énorme de voir cette espèce de peluche. Oui, l'esthétique là de la bête m'a paru, mais alors dérisoire, là où moi j'avais projeté, je sais pas quoi, enfin, mais pas cette espèce de lion, pas lion, le magicien d'Oz, le magicien d'Oz, voilà, un truc où moi j'étais partie beaucoup plus loin dans mon imaginaire d'enfant, et je me suis dit, ben voilà, en fait, cette bête, il faut pas qu'on la voie, il faut qu'on la sente, il faut qu'on l'entende. Il faut travailler autour de cette question de la mauvaise odeur, l'odeur dite désagréable, et pour parler de l'autre, hein, de l'altérité. Et là, vraiment, on s'est régalé. Puis c'est vrai qu'entre-temps, j'avais rencontré les enfants via les visites olfactives, où j'avais découvert que les enfants étaient beaucoup moins en jugement moral sur les odeurs. C'est-à-dire que voilà, l'adulte dit ah, il n'y a pas, parce que ça, voilà, tout d'un coup il y a un blocage, et l'enfant, même si ça pue, c'est pas grave. Hein. Ça sent un peu mauvais, mais les chaussettes de tonton aussi, elles sentent mauvais, et en même temps, j'adore tonton. Donc voilà, c'est pas grave si ça sent mauvais. Vraiment, le plus important, c'est mon lien avec tonton. Et en fait, chez les adultes, on n'a plus ça. Ça doit correspondre. Voilà, il y a comme une espèce de voilà, une catégorisation qui s'est faite, le monde qui s'est fragmenté. Alors pas chez tout le monde, hein, bien évidemment, mais voilà, on a fragmenté les sens, l'odorat, l'ouïe, et on a fermé. Et chez les enfants, c'est encore complètement ouvert. Bah tiens, je retombe sur cette petite fille. Voilà, le monde, je recevais le monde à plein nez, à pleine peau, à pleine bouche, à pleins yeux. Et je ne le jugeais pas. Et là, voilà, après, on se dit, bon, tiens, avec les adultes, ça commence à être un jugement. Donc sur la bête, c'était très intéressant, puisqu'il y avait des adultes qui venaient. Alors, les scènes sur la mauvaise odeur de certaines personnes, mais ça valait son pesant de cacahuètes. Parce que c'est ça qui est intéressant, la bête... gros spectacle olfactif, hein. Là j'arrive à diffuser l'odeur pour 300 personnes dans la salle, on a des boosters à odeur, on est dans de la grosse machine. Techniquement ça se muscle avec voilà. une façon de pouvoir diffuser sans saturer la salle, voilà. de pouvoir aérer et que ça circule pour pouvoir avoir plusieurs odeurs en diffusion voilà. sans que le théâtre soit saturé, ce qui est quand voilà. même une prouesse technologique. Oui, ça c'est le plus gros... Vous y arrivez. Voilà, on y arrive. Et en même temps, mûrissait l'idée de contes olfactifs du monde entier. Parce que cette adaptation olfactive de La Belle et la Bête a commencé à me titiller, de me dire mais pourquoi j'adapterais pas d'autres choses et peut-être pas... Un théâtre est peut-être quelque chose de plus léger, parce que même La Bête, quand on l'a montée, je veux dire, c'est du J-2, comme on dit, donc 2 jours avant, dans un théâtre. Après, je suis très contente, parce que là, c'est un travail qui a été quand même reconnu. Vraiment, j'ai eu Arsénat en dramaturgie plurielle, enfin, voilà, il y a eu un début de reconnaissance, ou en tout cas de visibilité du théâtre olfactif. Donc c'était pas mal, puis pouf, le Covid. Bon, alors là, avec le Covid, on se rend compte que l'odorat est important. Ça. Alors moi, je suis contente. Parce que les gens ont perdu l'odorat, mais au moins ils se sont rendus compte à quoi ça servait. Hein, voilà. Ils étaient pas très bien. Et donc là, mais comme moi, j'arrive sur ces nouvelles terres, entre guillemets, je pars sur un projet avec une forme plus légère, mais je crois que je reconcentre tout aussi. Hein. Je crois que de la contrainte naît la liberté. Donc, ce projet des contes olfactifs, je le développe à ce moment-là, vraiment. Je l'avais commencé un peu avant. Et donc, je me dis, je vais parcourir le monde en réadaptant des contes olfactivement du monde entier. Donc, je commence à écrire le conte d'Afrique du Nord avec Mehdi et les Brochettes, puis le conte Europe avec Noah et Luna. Et ça s'est terminé en 2023 avec le conte Japon, La Fontaine de Miyajima. Et donc ces 3 contes, ils vont représenter le premier volet d'un projet au long cours qui s'appelle La Fabrique des contes olfactifs, sur lequel je voudrais 9 contes, donc 3 volets, et de faire
voyager d'un conte à l'autre par les odeurs, par la culture, les spectateurs qui seraient présents dans plutôt des petits formats, c'est-à-dire de jouer dans les écoles, les médiathèques, les musées, bien sûr les théâtres, et puis avec une envie de faire circuler les publics. Donc de dire, on irait voir tel conte à la médiathèque, puis après on irait au musée voir tel autre conte, et puis on se promènerait comme ça un peu dans la ville. Mais je me rends compte que cette circulation des publics, pas évident, ou en tout cas je ne trouve pas les partenaires de ça. Pourtant je propose, mais alors je me dis, tu sais quoi, t'as qu'à faire ton espace dans lequel tu vas faire voyager les gens. Et donc, ce sont les gens qui viendront à toi dans cet espace. Et nous, on circulera avec cet espace-là. Quel espace pour le théâtre olfactif? Parce que je ne peux pas jouer en plein air, moi. Donc, quel espace? Et tout d'un coup, je me dis, il me faut un espace innovant. Parce que c'est du théâtre innovant. Il ne faut pas une roulotte, il ne me faut pas un cirque, une yourte, non. Il me faut une bulle. Une bulle comme une molécule odorante. Il me faut une bulle, alors il me faut un dôme géodésique. Donc j'ai voulu d'abord tester ce dôme. Donc il m'a prêté un dôme pour jouer les contes olfactifs lors d'un festival, dans un petit dôme, qui était trop petit. Donc après, je me suis dit, il me faut un plus grand, mais pas trop grand. Et voilà, tout ça est un test. Et donc ce dôme géodésique, j'ai fini par déposer un projet européen dans les territoires ruraux pour une itinérance du théâtre olfactif dans les communes rurales. Et donc, ce projet était déposé et a été accepté. Elle va être en itinérance du printemps à la fin de l'automne. Parce que cette bulle, elle n'est pas chauffée. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas ce désir-là, puisque c'est aussi un projet éco-responsable. Et je tiens à te dire, nous venons de recevoir le trophée des initiatives sociales et solidaires par l'Agirc Arco. Bravo. Justement, pour ce travail, moi j'ai mis en valeur ce travail intergénérationnel en disant, et ça c'est sûr que... Ça m'étonne pas du tout parce que moi je sais que j'ai assisté à quelque chose qui m'a énormément touchée, c'est qu'à la fin du spectacle, tu fais un petit moment, alors je ne sais pas si tu le fais à chaque fois, mais en tout cas j'ai pu assister à ce moment-là. Donc à la fin du conte olfactif, tu vas nous refaire passer les odeurs pour dire, et toi, ça t'évoque quoi cette odeur? Et donc il y avait un monsieur qui était là, qui a senti l'orange. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des gens, tu leur fais sentir l'orange et ils sentent la lessive. C'était très drôle de voir déjà dans un panel de 50 personnes les différences. Donc, cet éveil direct à, en fait, ce que je ressens, ce que je pense, c'est juste ma vérité, mais pas celle de tout le monde. Et donc, ce monsieur, 80 ans peut-être, assez âgé, qui sent l'orange et qui vient, alors t'invites les gens à venir témoigner, s'ils le veulent bien, devant les autres, de raconter leur histoire que évoque cette odeur. Et donc, il nous raconte le premier Noël après la Libération, à la fin de la guerre, une orange qui est offerte à Noël et qu'on ne va pas manger cette orange tellement c'est merveilleux de retrouver un vrai fruit, une odeur. Et donc, il raconte ce moment-là. Et que finalement, l'orange va pourrir. Ouais. Parce qu'on n'a pas voulu la... Exactement. On a voulu la garder. Voilà, et donc ils vont garder l'orange pourrie. Et je me souviens, truc dingue, c'est des enfants qui écoutaient émerveillés le récit de cette personne, du même village. Ça se trouve, ils ne se sont jamais parlé, même. Donc ça crée effectivement beaucoup de cohésion et de dialogue entre les voisins, qui des fois ne se connaissent pas. Et ce que j'ai trouvé aussi assez impressionnant, c'est que dans ce village, il y a encore des rafales de mitraillettes sur certaines maisons
de la guerre. Enfin, au moment de la débâcle, hein. Enfin, voilà, que ça part... enfin, tous les règlements de compte même qu'il y a pu y avoir entre le moment de l'arrêt de la guerre et la vraie fin, entre guillemets. Enfin, j'imagine tout ce qui a pu... Enfin, on le sait, hein, tout ce qui a pu se passer et que la guerre ne s'arrête pas le jour de l'armistice. Et donc aussi, dans les lieux, au travers d'une odeur d'orange, de retracer toute l'histoire de périodes qui, aujourd'hui, les gens vivent, du coup, peut-être avec une autre histoire, dans des lieux d'histoire, mais que de reconnecter à l'histoire de son village ou l'histoire de son lieu permettent aussi de peut-être le mettre en perspective avec aujourd'hui et d'ouvrir le champ de compréhension, la posture, l'état d'esprit qu'on va peut-être plus ou moins choisir au regard de ce qui se passe dans nos vies et de pourquoi on habite là, de ce qu'on a envie d'y faire vivre. Et je trouve que ça permet ça aussi. Des endroits, des petites bulles, où tout le monde a la possibilité d'exprimer un ressenti, une émotion, sans que ça tombe dans le pathos, hein, parce que tout ça est très léger, ça rigole, on va boire un coup et on mange des gâteaux. Hein. Et on va à la buvette. Et c'est vrai qu'il y a une légèreté dans la profondeur, il y a une authenticité sans en faire des tonnes. On va pas écrire un article dans le journal le lendemain sur Monsieur Machin a témoigné que. C'est pouf, 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 comme ça. Mais je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie et que... les murs du lieu, enfin, tu sors, tu ressens pas la vie pareille. Ah bah écoute, ça je suis ravie, parce que je ne suis pas spectatrice de ça forcément, donc j'essaye d'insuffler, mais je ne sais pas ce qui se diffuse. Oui, après, en tout cas c'est du théâtre à impact profond. Et j'essaye là dernièrement justement de me dire... Voilà, j'ai accueilli aussi un autre spectacle. C'est la poésie du monde. Hein. C'est d'essayer d'aller vers quelque chose. Alors quand je dis poésie, c'est pas c'est pas du René Char non plus. C'est ces petites touches comme ça où l'âme s'élève, où l'esprit s'élève. Pourtant en se reconnectant très très profondément avec soi-même. Et voilà, je trouve que, en tout cas, pour moi, dans la bulle des histoires, je trouve les gens admirables. Et quand je sors de la bulle des histoires, je trouve que quelquefois, c'est un petit peu moins admirable ce qui se passe à l'extérieur. Et ce que j'aime en rentrant dans ma bulle, voilà, c'est que, oui, comme le dit Jean Giono, je trouve que malgré tout, la nature humaine est admirable. C'est déjà bien d'arriver à créer, en tout cas, d'avoir créé quelque chose qui te donne un espace où la nature humaine est admirable. Donc ça, déjà, je pense que ça devrait être sponsorisé. Mais c'est vrai qu'après, quand je vais en détention, je trouve que la nature humaine est admirable. Hein. À l'intérieur de ta bulle. Voilà. En tout cas, on va dire que quelque part, ce que je trouve beau, c'est que quand on regarde cette photo de cette petite fille avec ses fleurs... que comme tu le disais, arrive à entraîner le gars qui la garde. Mais non, mais viens, on va cueillir des fleurs, mais non, c'est pas grave, allez, non. Qui a une force d'imposer son besoin de les fleurs, la vie, l'essence, la liberté. T'as imposé l'essence, la vie, la liberté à l'intérieur d'endroits qui sont pas forcément comme ça. Tout à fait, c'est même un combat, mais voilà, en même temps, en te disant ça, je regarde le regard de cette petite fille et ouais, c'est vrai qu'elle a une force et en même temps, elle a une grande fragilité. Ça va avec ou pas? Sûrement, voilà. Mais je pense que c'est vraiment... c'est ce que me disait un ami une fois, compositeur, je me souviens, j'avais 20 ans. Je lui disais, mais pourquoi j'ai ce désespoir aussi profond? Pourquoi le monde me touche comme ça? Et puis du coup, me prend.
Et il me dit, regarde la montagne, Violaine. T'as vu quand plus elle est haute, plus le reflet dans le lac est noir. Et si la montagne est petite, le reflet en fait dans le lac est beaucoup moins noir. Et c'est vrai, hein, on était ensemble à ce moment-là à la montagne, il y avait un lac et oui, la montagne était haute et le reflet était sombre. Donc, ouais, peut-être que ça va avec. En tout cas, moi, je me suis toujours rassurée avec cette image-là et puis me disant peut-être qu'avec le temps, oui, cette sensibilité... voilà, en tout cas, avec le dôme, j'ai ce sentiment-là. C'est que je commence à créer l'autonomie de ma sensibilité. Oui, bah en tout cas, tu as créé quelque chose qui te permet d'exister avec cette sensibilité et de la partager aux gens. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, sans être trop à la merci de l'autre. Et voilà, je me parlais d'acteur, d'être acteur, voilà. L'acteur, le comédien est très très à la merci, je veux dire, du désir d'autrui. Et là, voilà, quelque part avec ce dôme, là, maintenant on arrive même avec le lieu, tu vois. On n'est même pas en train de demander au théâtre, on n'est même pas en train de... Tu as une autonomie. Il y a une autonomie. Et je ne savais pas, mais en fait, ça me crée un sentiment de liberté énorme. Énorme. J'ai l'impression de me défaire de chaînes, quoi. Se remettre un peu à sa place. Voilà. Se remettre un peu à sa place en tant qu'humain par rapport à ce monde qui nous environne. Et reprend un peu sa place. D'humilité et d'humain. Et d'humour. Et d'humanité. Merci Violaine. Merci à toi Emmanuel, c'était un grand bonheur. Ouais, vraiment. Bah écoute, en tout cas, quel j'espère parcours. Que... Sentez-vous bien. Si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par un autre. Si vous ne vous sentez pas bien, laissez-vous sentir par les autres. J'adore ces mots de la fin, à méditer à plein nez. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce voyage olfactif. J'espère que vos narines vont rester curieuses et vos têtes pleines de senteurs pour suivre votre quête et partir à la conquête de ce qui fait chanter vos cœurs et adoucit vos vies. Un grand merci à Violaine de Carnet pour ce tour de force sensoriel et cette invitation à regarder le monde autrement. Vous retrouverez les coordonnées de la compagnie Le Tirer-la-Lyre dans la description de l'épisode et Violaine sur les réseaux et dans ses prestations multiples. Avant de vous quitter, rappelez-vous, le monde ne se résume pas à ce que l'on voit. Parfois, il suffit de fermer les yeux et de respirer profondément. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que vous passerez à côté d'une fleur, d'un café ou d'une vieille bibliothèque, vous y trouverez quelque chose de magique. Merci d'avoir été là, chers nés curieux. À bientôt pour un prochain épisode de Sensoscopie. Rendez-vous le 29 décembre avant de basculer dans une nouvelle année. Vous allez encore une fois explorer une intelligence sensorielle bien singulière et peut-être vous permettre de nouvelles résolutions essentielles pour 2025.